8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Sur hautes instructions royales, l'opération Grand Froid de la Fondation Mohamed V pour la solidarité démarre dans les 28 provinces touchées par la baisse des températures. Parmi elles, Midelt, où un important dispositif humain et logistique est déployé. Des kits, des denrées alimentaires de première nécessité et des couvertures sont offertes à 2000 ménages affectés par la rigueur du climat. Cannes Maroc 2025, le tournoi footballistique continental s'ouvre demain à Rabat. Si la ferveur sera électrique dans les gradins, l'ambiance dans les fanzones promet d'être tout aussi intense. Zoom sur l'espace supporter implanté au cœur de la cité universitaire internationale de Rabat, une méga fanzone qui fera vibrer 50 000 spectateurs. Et Rabat se donne les moyens d'accueillir cette Cannes avec éclat. La capitale modernise sa mobilité urbaine et lance Blasti, la première application marocaine dédiée à l'organisation des déplacements en temps réel. Un nouveau compagnon de route pour les Rabatis et les visiteurs de la capitale. Bonsoir, première escale de ce journal Midelt où le mercure est en chute libre. L'opération Grand Froid est d'ores et déjà enclenchée à travers la province et elle a été lancée sur hautes instructions royales. Sur place, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se relaient pour assister les habitants des contrées les plus reculées. Quelques 2000 ménages ont pu profiter hier de livraisons de denrées alimentaires et de couvertures. Abdelfatah Zouine et Madame Smir et Nisrine Hamdawi. La province de Midelt, toute de blanc vêtue. Ici, la couche de neige peut atteindre jusqu'à 40 cm par endroit. Du coup, les déplacements de la population locale pour subvenir à ses besoins deviennent de plus en plus difficiles, principalement dans la commune de Tounfit. La Fondation Mohamed V pour la solidarité brise cet enclavement. Avec ses importants moyens logistiques mobilisés dans le cadre de l'opération Grand Froid, elle se rend au plus près des personnes les plus vulnérables, vivant dans des douars reculés. Une population fragilisée par le froid glacial qui sévit dans la région. Les équipes de la Fondation lui apportent un peu de chaleur, moyennant une aide composée de produits de première nécessité. Cette initiative lancée par Sa Majesté le Roi nous comble. Elle vient au bon moment. La région traverse une période de grand froid actuellement. Cette aide est précieuse en cette période. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Cette aide comporte du lait, de la farine, de l'huile, du sucre, tout ce dont nous avons besoin. Cette aide est venue au bon moment, car la région est frappée en cette période d'un froid glacial. En plus, les routes sont coupées suite aux chutes de neige. 2000 ménages issus de 12 douars ont bénéficié de cette aide humanitaire acheminée sur haute instruction royale. L'opération Grand Froid est menée en coordination avec les autorités locales, les forces armées royales et l'ensemble des intervenants concernés. Il bénéficiera à terme à 5000 familles au niveau de la province de Midelt. Et l'hiver prend bel et bien place. De nouvelles chutes de neige sont attendues à partir de demain midi sur les hauteurs au-delà de 1500 mètres. Sont concernées les provinces d'Ifran, Khenifra, Midelt, Taza, Sfrou, Boulmen, Bnimlal et Azilal où les hauteurs prévues oscilleront entre 15 et 35 cm. Puis il tombera entre 5 à 15 cm dans les provinces d'Al Hoceima, Ouarzazate, Tinghir, El Haouz. Une accalmie est prévue aux alentours de 23 h demain soir. Et le temps sera également pluvieux cette nuit et demain dans les provinces du Nord, avec de fortes précipitations parfois orageuses, comprises entre 35 et 60 mm. Conditions presque identiques à Sidi Qasim, Driouch, Khmissat, Rabat Salé, Taza et Sidi Slimane, avec des hauteurs de pluie comprises entre 25 et 35 mm. Côté température, le thermomètre chute sur les hauteurs au-delà de 1600 mètres. Les provinces du Moyen et du Haut Atlas verront le mercure descendre sous la barre de 8 degrés, de moins 8 degrés.
CAN Maroc 2025, c'est demain que s'ouvre à Rabat le tournoi footballistique continental. Pour permettre à un grand nombre de supporters d'assister à l'événement, plusieurs fan zones poussent dans la capitale, proposant une retransmission instantanée des matchs. Parmi les sites les plus importants, celui mis en place à la Cité universitaire internationale de Rabat. Implantée sur une superficie de 5000 m², la fan zone de l'Agence marocaine de coopération internationale ambitionne d'accueillir près de 50 000 spectateurs pour vibrer ensemble au plus près de leurs équipes favorites. Omar Issa, Ferdaous Elharj et Sofia Fgroud nous font découvrir cet espace exceptionnel. Sous un ciel gris, flottent des couleurs vives, celles de l'Afrique. Bienvenue dans la fan zone de l'Agence marocaine de coopération internationale AMSI. Elle est mise en place sur le site de la Cité universitaire internationale de Rabat. La plateforme est inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakja, en présence de Patrice Motsepe, président de la CAF. Implantée sur une superficie de 5000 m², la fan zone AMSI peut accueillir jusqu'à 50 000 visiteurs tout au long de la CAN. La Cité universitaire internationale de Rabat est un creuset unique en Afrique. Des étudiants de 80 nationalités y cohabitent, représentant pas moins de 47 pays d'Afrique. Et que serait une cérémonie d'inauguration sans show ? La fête démarre dès aujourd'hui. Devant un parterre de diplomates et d'étudiants, des performances artistiques sous le signe de la fraternité et de la promotion des valeurs du sport. Le ton est donné. Dès demain et durant toute la compétition, la fan zone proposera la retransmission en direct des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations sur écran géant. L'organisation d'un tournoi de football dédié aux étudiants et des espaces de gaming, des journées artistiques et culturelles et des conférences thématiques. Avant de poser pour la photo de famille, le patron de la CAF offre la preuve qu'il connaît aussi bien le terrain que le ballon. Dès demain, cette fan zone accueillera ses premiers supporters et connaîtra ses premiers frissons. Cette magie du football qui nous rassemble. Ils s'apprêtent à signer leur entrée en lice face à un adversaire qu'ils connaissent bien. C'est demain que les hommes de Walid Regragui, hôtes de cette CAN 2025, se mesureront aux Comores pour la rencontre inaugurale du tournoi. 90 minutes de jeu avec en ligne de mire un gros enjeu, la victoire. Au stade de Moulay Abdellah Rabat, l'heure est donc à la concentration pour les Lions de l'Atlas qui auront demain la mission de valider ce premier match crucial comptant pour la première journée du groupe A. Demi-finaliste du Mondial 2022 au Qatar, les Marocains jouent ce tournoi avec l'étiquette de favori, mais aussi la pression d'aller chercher le trophée. À la veille du coup d'envoi, le sélectionneur national s'est exprimé en conférence de presse à Rabat. Walid Regragui a donné le temps de la compétition. Un seul objectif, garder le trophée à la maison. Écoutons ces déclarations de Walid Regragui et d'Ashraf Hakimi. Arfin, la responsabilité, quel est le match d'ouverture Rabat contre une équipe des Comores. Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public et de donner le maximum. Nous Arfin, les joueurs vont être avec nous, les لاعبين موجودين, et on espère faire la plus belle compétition possible, Inch'Allah. On sait la responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité positive et qui motive nous pour, comme je dis, d'être prêts pour cette compétition et de continuer ce qu'on a fait depuis 12 ans. Depuis que, comme je dis, qu'on est éliminé, on sait qu'est-ce qu'on besoin faire, qu'est-ce qu'on devait contrôler. Et comme l'a dit le coach, c'est de contrôler les émotions. Comme on sait qu'on joue à la maison, il y a beaucoup d'expectations, mais on devait contrôler et de jouer comme d'habitude. Et après, faire qu'est-ce qu'on sait faire, que c'est de jouer avec le ballon.
Épicentre de cette CAN, Rabat, où le défi organisationnel est double, sportif sur le terrain, mais aussi et surtout logistique en dehors pour fluidifier les flux et faciliter les déplacements des supporters au cœur de la capitale. Rabat propose une application mobile pensée pour optimiser les trajets. Blasty, c'est son nom. L'application vient d'être lancée par Rabat Région Mobilité, un outil connecté qui sera sans doute le nouveau compagnon de route pour l'Herbati et les visiteurs tout au long de cette CAN. On en saura un peu plus dans ce reportage de Yassine Mourafek, Wafa Saber et Sofia Fkroud. Quand on habite une grande ville, c'est le défi quotidien. Quel itinéraire suivre et comment gagner du temps en transport? Fini les grands questionnements. Voici venir la réponse. Blasty, une application lancée par la société Rabat Région Mobilité. Elle réunit tous les modes de transport urbain en un seul outil. Concrètement, l'on peut y consulter en temps réel les horaires du bus et du tramway, calculer son itinéraire et obtenir un trajet optimal, mais pas seulement. Elle permet également de donner le nombre de places disponibles au niveau des parkings de la ville. C'est une application qui permet aussi de géolocaliser les vélotaxis afin de permettre aux utilisateurs intéressés de les contacter et de les utiliser. L'objectif aussi, c'est de permettre aux visiteurs de Rabat, notamment les touristes qui débarquent à l'aéroport, de réserver les taxis pour venir au centre-ville. Il permettra aussi de donner des informations sur la localisation des taxis au niveau de la ville. C'est une première au niveau du royaume, puisque c'est la première application multimodale qui fournit l'information en temps réel sur le transport urbain. Une application qui s'avérera particulièrement utile lors de la Coupe d'Afrique des Nations, car elle permettra aussi aux supporters de connaître les horaires des trains navettes stade desservant le stade Prince Moulay Abdallah les jours de match, tout en leur offrant la possibilité de découvrir les lieux emblématiques et touristiques de Rabat. Dernier point, et non des moindres, l'application a été développée exclusivement par des compétences marocaines. Et la ferveur semble déjà s'emparer de cette CAN, même avant son ouverture. Les aéroports du Royaume enregistrent des pics historiques d'arrivée. Plus de 868 000 passagers accueillis entre le 8 et le 18 décembre. C'est plus de 10,7% de plus qu'en 2024. Un record absolu signé en tête par le terminal Casablanca Mohamed V, hub stratégique du Royaume, avec plus de 292 000 passagers, suivis de Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès. La CAN 2025, c'est aussi une vitrine inédite pour faire rayonner la culture et l'art marocain. Parmi les manifestations qui animent la vie culturelle de la capitale, l'exposition Passerelle de l'artiste plasticien Hassan Chahir. Une expo qui prend place actuellement au cœur de la galerie Gab Art Space à la Marina de Salé. Un voyage en noir et blanc où chaque ligne et fragment sont porteurs de sens. Hassan Chahir nous invite à travers ses œuvres conçues avec beaucoup de retenue à relever des contrastes saisissants, ceux de la présence et de l'effacement, de la mémoire et de l'oubli. Installé à Tétouan, cet artiste contemplatif explore les zones où le visible rencontre l'invisible dans un monde de plus en plus gris. Plongé au cœur de cette force créatrice minimaliste avec Samir Barka, Mohamed Jabri et Maria Awad. Il est le peintre de la vérité. Celui qui, du bout de son pinceau, raconte la réalité frontale, sans filtre, de celle qui ne se tait pas mais qui raconte. Sans jamais dénoncer la cacophonie du monde, Hassan Chahir transmet à celui qui regarde la force de ses convictions. Militant dans l'âme et profondément engagé envers les causes qui lui tiennent à cœur, Hassan fait de son art un véritable miroir de la société, offrant ainsi une réflexion intime et universelle. Il travaille sur des thématiques qui sont très sociales, à savoir, ça a commencé avec l'immigration clandestine, surtout qu'il est originaire de la région à côté de Tanger-Med, c'est-à-dire c'est une région frontalière, et depuis lors il travaille sur les pièces d'identité
brûlés, d'où la palette qu'on voit ici utilise beaucoup le noir et le blanc. On a l'impression qu'il travaille le monochrome. Maîtrisant mieux que quiconque le monochrome et les palettes réduites à 2 couleurs organiques qui ne sont pas sans rappeler celle de la couleur terre, Hassan Chahir se fait alchimiste des matières. Au gré de ses déambulations, il colle et fige sur ses toiles des éléments récupérés sur les routes. Morceaux de pneus calcinés et feuilles volantes contenant des miettes d'existence. Avec lui, chaque fragment devient ainsi un symbole et chaque texture, une histoire. C'est un plaisir pour moi d'être présente ici à la Gavard Space à l'occasion du vernissage de l'artiste Hassan Chahir. Et ce qui me touche particulièrement chez lui, c'est cette force, cette capacité à transformer les tensions en passage, voilà, les faiblesses et les fragilités en force. À travers les fragments du monde qu'il récupère et sublime, Hassan Chahir nous rappelle que l'art peut donner une voix aux invisibles et aux oubliés. Car l'art n'est-il pas aussi une passerelle qui permet de transformer les turpitudes de l'existence en beauté et en réflexion sur le monde? Et l'artiste plasticien Hassan Chahir est l'invité de l'Escale culturelle hebdomadaire. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors nous venons de le voir à l'instant dans le reportage. Votre exposition, vous l'avez baptisée Passerelle. Pour quelle raison l'avez-vous nommée ainsi? Que vous inspire ce mot artistiquement? Passerelle avec un P majuscule, parce que l'art en général, que ce soit photographique, que ce soit cinéma, que ce soit télévision, que ce soit l'écriture, que ce soit la poésie, c'est une passerelle de sensations, d'émotions, par un canal. Moi, mon canal, c'est les arts plastiques, c'est-à-dire tout ce qui est couleur, forme, matière, texture, et je vise une émotion. J'ai vu une émotion, c'est le spectateur qui fait l'œuvre d'art. C'est par son regard que l'œuvre d'art existe. Et passerelle, c'est un passerelle, que ce soit un passerelle au niveau social, au niveau économique et au niveau culturel et au niveau aussi de l'âme. Parce que dans mon travail, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension du vertical, c'est-à-dire du bas vers le haut, du haut vers le bas, qui est une dimension un peu spirituelle, une dimension un peu de transcendance. Et il y a aussi une dimension qui est horizontale, qui est une matériel. Et dans les deux, il y a des passerelles qui sont palpables, il y a des passerelles qui ne sont pas palpables, qui sont émotionnelles, qui sont affectives et qui sont aussi relationnelles. Et bien sûr, quand il y a passerelle, c'est exactement comme passerelle dans une rivière ou une passerelle comme un pont. Ça veut dire que c'est un passage d'une rive à l'autre. Et ce sont d'ailleurs ces passerelles entre le vertical et l'horizontal qui dominent l'atmosphère de vos toiles. Une atmosphère assez sombre, faite de lignes noircies, de formes opaques, le tout nimbé d'une lumière un peu timide, on va dire. Est-ce ainsi que vous percevez le monde d'aujourd'hui ? Non, pas vraiment. C'est le rôle d'un artiste, c'est il révèle un peu le contraste. Moi, je me rappelle dans les années 70, les années 80, où j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, ça veut dire que la vie était beaucoup plus colorée. Il y avait les voitures qui portaient des couleurs jaunes, vertes, roses et bleues. Il y avait les gens qui étaient habillés beaucoup plus en couleurs que maintenant. Et maintenant, les tendances de mode se font de plus en plus minimalistes. Voilà, c'est de plus en plus sombre. Mais le propos, c'est pas là. Le propos que ça, par exemple, moi, dans le noir, c'est j'élimine la différence. J'élimine la différence parce que dans le sombre, dans la nuit où il fait sombre, il n'y a pas de lumière, comme on disait, toutes les choses sont gris. Ça veut dire que toutes les formes sont uniformes. Et surtout, le noir, c'est pour révéler les questions. C'est révéler les questions parce que c'est intriguant. C'est intriguant quand il y a trop de noir ou quelque chose qui est calciné ou qui est brûlé. Ça veut dire on se demande son origine. Et c'est un médium plastique pour pouvoir pousser le questionnement et pour pouvoir aussi chercher et révéler d'autres vérités ou révéler d'autres sources d'inspiration. Et au-delà de cette palette chromatique minimaliste qui semble guider votre processus de création, comment l'état de création se déclenche-t-il chez vous? Est-ce l'idée ou la thématique qui précède le premier coup de pinceau, ou alors vous vous laissez guider par l'émotion du moment jusqu'à l'enfantement de l'œuvre?
Oui, enfin, je veux dire, moi je me considère comme un artiste ou un peintre du même œuvre. Ça veut dire que j'ai commencé pratiquement on peut dire 91, 92. Et toutes les œuvres que j'ai faites, c'est les fragments d'une seule œuvre. C'est comme je creuse au même endroit. Je creuse le trou au même endroit. Et à chaque fois, le trou, il est beaucoup plus profond. Et je rencontre des strates, ou je rencontre des couches qui sont de plus en plus faciles ou de plus en plus difficiles. Et aussi qu'on appelle ça des palimpsestes. Comme des palimpsestes, ça veut dire je fuis un peu dans le... Mais ce qui révèle un peu mes inspirations, c'est surtout l'observation. J'observe. C'est l'observation, parce que dans mon travail, il y a des choses qui sont palpables comme la corde, le bois, la ficelle, la pierre, et il y a des choses qui sont d'ordre de la représentation, comme les formes et la couleur et la composition. Et là, c'est l'état humain, l'état de l'homme, l'état humain. Et humain, il est fait de palpables, de physique, une forme, un gabarit, et surtout, il y a un mouvement, et il y a aussi son ombre portée qu'il suit partout, à chaque fois. Et il y a aussi une autre dimension qui est une dimension d'âme, qui est une dimension de représentation, qui est une dimension aussi sociale et culturelle, qui n'est pas visible, et qui est visible que par les formes d'art qui sont la couleur, la forme, et les points qui sont qu'on appelle les éléments plastiques. Et ce travail de recherche est presque intuitif chez vous, puisque vous dites de vous, en citant Jorge Borges, que vous travaillez avec le sérieux d'un enfant qui joue. Est-ce bien cela, la passion de l'art ? Oui, écoute, c'est une citation que j'avais découvert quand j'étais encore étudiant, et je la suis toujours, et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, parce que l'art, c'est pas, il est sérieux, il n'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, l'art, il n'y a pas d'enjeu de mort dans l'art. Mais l'art, il est très sérieux parce que il révèle la société, c'est la forme de la société, c'est la forme de l'individu. Il pose des questions, il pousse les questionnements, il crée des phénomènes de réflexion, il peut approfondir un peu la réflexion, que ce soit, et surtout l'art, c'est le médium où on peut tout traiter. On peut traiter l'esthétique, on peut traiter la politique, on peut traiter l'économie, on peut traiter le sport, on peut traiter la cuisine, on peut traiter la médecine, et parce que c'est la forme, c'est la forme, c'est la forme qui est visible, qui rend visible les émotions et aussi l'expression. Et vous ne vous contentez pas de créer, justement, vous nourrissez un profond besoin de transmission, puisque vous êtes aussi professeur d'art à l'Institut des Beaux-Arts à Tétouan. Que vous apporte personnellement ce mouvement de transmission de votre savoir-faire aux générations montantes ? Ça, c'est un devoir, c'est quelque chose qui... moi, je suis très fier d'être prof plus que d'être artiste. Artiste, il a un côté égo, il a un côté un peu spécial, soi-disant, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est que je joue un rôle dans la société comme le médecin, comme le pharmacien, comme l'épicier du coin. Ça veut dire j'apporte quelque chose. Et avec les étudiants, moi, j'enseigne le dessin d'observation. Et qui dit dessin d'observation, ça veut dire c'est la transcription de la pensée de quelque chose qui est visible et qui est invisible. Ça veut dire rendre visible quelque chose soit de palpable en perspective, soit quelque chose qui est de l'ordre mental ou de l'ordre intuitif. Et ce qu'on appelle en arabe l'amana, il y a une intégrité. Ça veut dire que ceux qui vont venir après et regardent un peu le dessin, ou regardent la peinture, ils vont avoir cette vérité que l'artiste a transcrit. Ça veut dire s'il y a une fausseté, tout va pas faux. Alors du coup, j'enseigne pas vraiment l'art, mais j'enseigne la technique de l'art. La technique de l'art, il y a une grammaire, il y a un alphabet, il y a une structure, il y a des éléments, et l'étudiant doit maîtriser d'abord l'observation de l'instant, et l'observation de l'instant qui nous donne un petit peu cette attitude qu'on appelle contemporaine, et après la transcrit d'une manière un peu poétique, ou d'une manière un peu plastique, ou d'une manière un peu artistique, et pour pouvoir pousser le regardant à tirer un peu vers le haut, et surtout être en parallèle par rapport au temps contemporain. Et c'est ce devoir de transmission, ce dévouement qui continuera d'ailleurs de nourrir et de forger des générations d'artistes. Je vous remercie, Hassan Chahed, de nous partager votre univers et votre passion de transmission. Merci. Ce journal arrive à son tour, à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes Actus sur Al-Boular.